Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'OCDE où l'expertise se confronte à l'expérience. L'intelligence artificielle générative transforme rapidement les marchés du travail, notamment à l'échelle locale. Elle aide à combler les pénuries de main-d'œuvre et renforce la productivité. Mais elle creuse aussi la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales. Un récent rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, révèle que la proportion de travailleurs exposés à l'intelligence artificielle varie considérablement selon les régions. À Stockholm, 45% des travailleurs ont des métiers exposés à l'intelligence artificielle, contre seulement 13% dans une zone rurale comme le Cauca, en Colombie. Dans cet épisode, nous explorons les effets géographiques de l'IA générative et comment en faire une opportunité pour tous. Je suis Pauline Arbel de l'OCDE et avec ma collègue Karen Maguire, chef de division et du programme pour l'emploi et le développement économique local, LEAD, nous accueillons Éric Pérez, secrétaire général de FOCadre. Ensemble, ils reviendront sur les enseignements clés de notre rapport « Création d'emplois et développement économique local, la géographie de l'IA générative » lancé en novembre dernier. Alors, c'est un plaisir, Éric, de vous recevoir dans les podcasts de l'OCDE. Nous sommes ravis d'échanger sur un sujet qui vous tient à cœur depuis de nombreuses années dans vos différentes fonctions. Le rôle de la technologie dans le marché du travail au service de ceux qui travaillent. Donc, je cite votre rôle en tant que secrétaire général de Force ouvrière cadre, un syndicat qui participe également au TUAC, qui est la commission syndicale consultative de l'OCDE, mais vous êtes également vice-président de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et vous avez été pendant 10 ans un vice-président et commissaire de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Alors, comme mentionné par Pauline dans l'intro, ici à l'OCDE, nous avons sorti l'an dernier un rapport qui examine l'exposition des emplois aux changements liés avec l'IA génératrice et leur impact potentiel pour différentes personnes et dans différents marchés de travail à travers les régions, les villes, les zones rurales. Mais on note, contrairement à des vagues précédentes d'automatisation, les cadres et les grandes villes sont beaucoup plus exposés à ces changements. Donc pour commencer, Éric, vous représentez à la fois les ingénieurs et les cadres qui créent les produits de l'IA génératrice, ceux qui sont responsables pour leur implémentation dans les lieux de travail et ceux qui vont voir leur travail potentiellement changer avec l'introduction de l'IA génératrice. Alors, comment vous abordez cette question chez FOCadre ? C'est une opportunité ? C'est un problème ? Cela dépend ? Voilà, la parole est à vous. Merci Karen. J'ai envie de dire que c'est tout à la fois. C'est à la fois une opportunité, si on sait se saisir de la formidable histoire que va écrire l'IA d'une manière générale et l'IA générative en particulier, mais c'est aussi d'énormes inquiétudes. On ne sait pas du tout de quoi c'est fait, de quelle manière ça fonctionne, et puis surtout, vous avez parlé des cadres, des ingénieurs, des salariés, eh bien, ils se posent la question. À l'époque, on a automatisé la force physique, les bras, la mobilité, dans des machines. On parle des chevaux, des moteurs. Or, aujourd'hui, avec l'IA, eh bien, c'est l'automatisation des processus cognitifs, donc de l'expertise. Et donc, il se pose des questions. Est-ce que demain, mon expertise, je vais la perdre ? Ou est-ce que je serai en mesure demain de pouvoir conserver mon emploi ? Ou de quelle manière je peux participer à cette nouvelle histoire ? Donc, si on veut faire que l'innovation accompagne la protection et permette que chacun puisse s'en saisir, alors il faut en parler. Et si on n'en parle pas dans l'entreprise, eh bien, ces gains de productivité, ces potentialités, risquent de prendre du temps avant d'émerger. Alors justement, vous avez parlé de ce besoin de pas d'en parler. En fait, un dialogue, un vrai dialogue social technologique. Alors chez vous, chez FOCadre, vous en avez fait des rapports qui expliquent un peu différents enjeux qu'il faut prendre en compte dans ce dialogue social technologique au sein des entreprises. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu de ces enjeux que vous voyez ? Alors oui, comme pour toute technologie, elle est ambivalente par nature. Elle peut tout à fait apporter le meilleur,
et l'IA apporte bien sûr le meilleur dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de la recherche. Mais à défaut de régulation et de dialogue, elle peut s'accompagner de risques, d'incertitudes, mais aussi d'incidents, notamment sur des questions liées à la discrimination. Et donc nous, on a regardé quels étaient les principaux enjeux. En tout cas, quelles étaient les principales questions qu'il fallait se poser pour relever le défi de l'IA comme levier de compétitivité et de levier d'innovation. Le premier, vous l'aurez compris, c'est l'emploi. La question qui se pose, c'est est-ce que je vais préserver mon emploi ? Est-ce que demain, en tant qu'expert, ingénieur ou salarié, est-ce que mon expertise, mon activité va disparaître ? Donc la question de l'emploi. Oui, il y a des emplois qui vont disparaître, d'autres qui vont être créés, il y a des tâches qui vont se modifier. Donc ces questions, il faut qu'on en parle dès lors que l'on pose la question du déploiement de l'IA dans l'entreprise. Y a-t-il un impact sur l'emploi ? Si oui, de quelle manière on le mesure et de quelle façon on accompagne cette transition ? Le deuxième élément, ce sont les conditions de travail. Vous pouvez tout à fait travailler avec un outil, mais si vous n'en avez pas la maîtrise, cet outil peut s'imposer à vous dans votre façon de travailler. Exemple, si on vous décharge de certaines tâches à faible valeur ajoutée, parce qu'on va considérer qu'elles ne sont pas essentielles ou économiquement moins intéressantes, eh bien, on va, avec l'IA, se débarrasser de ces tâches. Sauf que vous allez vous retrouver avec des tâches beaucoup plus complexes à accomplir, et parfois, il y a un manque de souffle. C'est-à-dire que j'ai vu, moi, dans des secteurs, notamment l'assurance, eh bien, des personnes qui m'ont dit « Eh bien, on nous a proposé de l'IA pour mieux travailler. » On a dit « D'accord ». Et on s'est aperçu que tous les dossiers de sinistres assez simples qu'on gérait ont été reportés vers l'IA, et nous, on ne traite plus que des dossiers complexes. Or, ça crée une surcharge informationnelle importante, surcharge mentale, et cette notion de souffle a disparu. Donc, il faut se poser la question, effectivement, de la capacité des travailleurs à se saisir de cet outil et à conserver leur autonomie. Le troisième élément très rapide, c'est la manière de gérer les hommes dans l'entreprise et les femmes. Est-ce qu'on peut gérer avec des algorithmes des hommes et des femmes dans l'entreprise ? Est-ce qu'on peut gérer de l'expertise à travers tout simplement un dashboard et des algorithmes ? Non. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que cela, sauf qu'on a tendance aujourd'hui à avoir des DRH qui s'abritent derrière des outils informatiques pour mieux piloter, parce qu'on ne regarde que la donnée. Or, le monde de l'entreprise est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, la question du management algorithmique, avec l'usage de l'IA, doit poser cette question. Quelle est la liberté que l'on donne aussi aux salariés de se défaire de cette relation avec les outils, notamment d'IA générative ? Et les deux derniers sont très, très importants. L'une des questions pose la question de la vie privée et de la sécurité des salariés. Et bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, comme toute technologie, elle est ambivalente. Cela dépend des usages. On peut utiliser des outils numériques et d'intelligence artificielle pour surveiller les personnes, pour les cartographier. Et donc là, il y a un risque de malveillance, de surveillance, un risque éventuellement d'homogénéiser. Les cadres ont peur, par exemple, ils utilisent à 70% en France l'IA, mais vont vous dire à 70% qu'ils sont inquiets demain sur les recrutements. Est-ce qu'on va homogénéiser les recrutements ? Est-ce que je risque demain de disparaître d'une potentialité d'une candidature parce que l'algorithme n'aura pas compris ma singularité ? Donc ça, c'est un vrai sujet sur la question de la protection des données. Et enfin, la productivité. L'IA est aussi un levier de productivité, de gain de productivité. Sauf que ces gains de productivité doivent profiter à tous. Comment on peut utiliser ces gains de productivité pour créer de la croissance, mais aussi pour accompagner cette transition aujourd'hui qui est face à nous ? Alors justement, Eric, vous avez parlé de cette question de productivité. C'est vrai que dans notre rapport qui regarde un peu les régions à travers l'OCDE, on voit qu'il y a un manque de dynamisme dans la croissance de productivité. Et pas juste... et ça s'applique à vraiment la plupart des régions. Donc c'est un constat qui aussi on a fait... que ça risque aussi l'introduction de l'IA générative, que ça pourrait peut-être augmenter les écarts territoriaux, parce qu'on voit très clairement que certains lieux comme les grandes villes, avec une concentration de personnes dans des postes souvent à haute qualification, sont exposés. Et donc, cette exposition, ça veut dire qu'ils ont un potentiel de gain de productivité. Et comme on voit qu'il y a beaucoup plus de ce type d'emploi dans les villes, il y a peut-être un risque
pour ces écarts. Alors, au niveau de vos observations de l'application, en fait, de cette potentiel de gain de productivité dans les entreprises, qu'est-ce que vous observez? Est-ce que vous voyez que parmi vos membres, que les firmes sont en train de vraiment introduire ces outils? Est-ce que vous voyez que, voilà, on parle beaucoup, mais peut-être les firmes sont à la traîne? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit beaucoup de choses. Parfois, on voit ce que l'on veut voir. Mais pourtant, en tant que syndicaliste, moi, je suis très attaché à la question du dialogue social et surtout de la transparence. Quand je dis transparence, c'est-à-dire permettre que lorsqu'on décide de déployer un outil dans une entreprise, eh bien, on puisse y associer les salariés. Ne serait-ce que pour partir de leur activité, de leurs besoins, pour permettre ensuite de développer et déployer un outil d'IA dans l'entreprise. Donc, la question du dialogue est essentielle. Or, moi, ce que je peux remarquer, par exemple, en France, dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'à ce jour, Karen, vous seriez surprise si je vous dis que plus de 70% d'entreprises n'ont pas encore aujourd'hui mis en place une réflexion de dialogue ni de réflexion de charte sur l'utilisation de ces outils dans l'entreprise. Alors qu'il y a des réelles pratiques, parfois cachées, de la part de certains salariés. Donc, si on veut obtenir des gains de productivité, il faut qu'on puisse être associé à l'idée que la finalité de l'utilisation de l'IA va être profitable pour le travailleur, ne serait-ce qu'en termes de promotion, en termes éventuellement de temps pour pouvoir se consacrer à des tâches intéressantes. Mais si vous n'en parlez pas, si ça reste quelque chose de caché, de masqué, voire peut-être parce que l'entreprise n'a pas forcément tous les éléments nécessaires, alors il y a un risque de ne pas voir ce retour sur l'investissement, parce qu'il va y avoir des formes de résistance. Pourquoi on me met un outil d'IA? Est-ce que c'est pour me remplacer demain? Pourquoi mettons cet outil alors qu'on n'en a pas besoin? Nous sommes encore beaucoup plus efficaces sans. Toutes ces questions, il faut les poser. Si vous ne les posez pas, le déploiement de ces outils sera contre-productif. Et aujourd'hui, avec des salariés de plus en plus diplômés, de plus en plus alertes sur ces outils, on peut voir émerger des formes de résistance, y compris en termes de, non pas de néoludisme, mais de se dire « je ne veux pas, je vais m'y opposer, voire je quitterai l'entreprise si on ne m'associe pas à ce projet ». Donc l'entreprise a tout à gagner à être transparente, loyale dans le déploiement de ces outils, voire même, c'est ce que nous préconisons, que ce dialogue se fasse également au niveau des branches, des secteurs, de se dire de quelle manière on peut utiliser un outil de RH, de recrutement. Eh bien, on est le conçoit avec les salariés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et si on arrive à trouver ce deal, ce contrat, eh bien, forcément, l'objectif qu'on cherche sera gagnant-gagnant. Alors effectivement, Eric, on a trouvé des collègues qui ont fait des études dans des firmes, ont trouvé que les employés qui étaient associés avec l'introduction de l'IA, en fait, quand ils ont participé à ces processus, il y en a la grande majorité qui ont dit que ça les a aidés dans leur performance. Donc effectivement, ce dialogue, on voit dans les résultats, dans différentes études de l'OCDE. Vous avez parlé beaucoup aussi des questions de crainte et des changements. Est-ce que ça va remplacer entièrement un poste, ou est-ce que ce qu'on voit actuellement dans beaucoup de postes, c'est que ça change un peu la nature des tâches qu'on effectue tous les jours, mais ça ne supprime pas forcément des postes. Est-ce que, en tant que syndicat, vous voyez dans différentes branches, etc., cette crainte réalisée sur le remplacement entier de postes? Parce que pour l'instant, la plupart, c'est un peu un changement dans la façon qu'on travaille. Oui, c'est très difficile aujourd'hui. On n'a pas assez de recul. Je pense, pour ma part, que la réglementation européenne, notamment sur l'IA Act, par exemple en Europe, qui est rentrée en vigueur de plein effet jeudi, va amener les entreprises à devoir s'interroger sur la manière de déployer ces outils et la manière dont ils vont avoir des effets sur la question de l'emploi, sur la question, bien sûr, de la gouvernance des données. Donc, toutes ces questions font que, dans certains secteurs, vous avez par exemple le secteur de l'assurance ou des banques qui sont très en avance sur ce sujet. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous ai expliqué que 70% des entreprises n'étaient pas du tout engagées dans une réflexion sur de quelle manière on peut dialoguer sur ce sujet, c'est moins de 50% dans le secteur. C'est-à-dire que plus d'une entreprise sur deux dans le secteur de l'assurance est déjà engagée dans cette réflexion-là.
Alors oui, il y a des secteurs, par exemple, où on va s'apercevoir que des tâches qui étaient facilement standardisables vont disparaître. Pourquoi pas? La vraie question, c'est comment on accompagne le salarié sur d'autres tâches en termes d'expertise. Donc, la question de la formation, que ce soit avec la formation sur l'usage d'un outil, mais la formation également pour gagner en compétences va être essentielle. Si vous n'accompagnez pas cette transition par de la formation pour justement avoir un gap en termes de connaissances et de productivité, le risque, c'est effectivement de voir des emplois détruits. Et puis, je vais être honnête avec vous, Karen, toutes les entreprises ne fonctionnent pas de la sorte, mais si on ne voit l'IA que d'un point de vue de la rationalisation économique, de l'efficacité purement productive, et non pas comme un outil d'émancipation, alors là aussi, le risque, c'est qu'il y ait plus de destruction d'emplois, mais aussi plus de pertes en termes de gains pour les entreprises. D'où, encore une fois, notre souhait de faire que cet enjeu de l'IA devienne un enjeu de dialogue. Et on appelle, notamment en France, à ce qu'il y ait un dialogue avec les employeurs au niveau européen pour dire, mettons-nous autour de la table, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, justement, pour que ce soit, je dirais, un objet gagnant-gagnant. Et effectivement, ce que nous essayons de faire dans nos travaux, c'est aussi de voir la géographie de ces emplois. Où est-ce que ça change? Où est-ce que les emplois vont peut-être disparaître dans certains secteurs? Et où est-ce qu'ils vont avoir les nouvelles opportunités? Et vraiment d'utiliser des outils, de regarder dans le marché local de travail, où est-ce qu'on peut rediriger les personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde avec différentes formes d'automatisation. Mais effectivement, ça va peut-être venir sur certains postes liés avec l'IA. Alors, pour finir, Eric, je sais que le temps est court. Est-ce que chez vous, chez FO Cadre, vous avez un outil ou quelque chose qui pourrait être utilisé par d'autres pour mieux décortiquer un petit peu de quoi on parle quand on parle de l'IA générative, quand on regarde un peu qu'est-ce qu'on fait dans le lieu de travail? Est-ce que vous avez des outils qui peuvent être utiles pour les autres? Alors, il se trouve qu'il y en a un, Karen. On est à un mois près, ça aurait été un cadeau de Noël. Eh bien, mon organisation syndicale, mais avec d'autres organisations syndicales également françaises, nous avons souhaité travailler ensemble sur un outil qui soit un outil, je vais appeler une sorte de kit de survie, une boîte à outils. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la question du dialogue, je vous ai parlé des opportunités, y compris pour rechercher un emploi. L'IA peut permettre, évidemment, y compris d'ouvrir des potentialités pour des personnes en recherche d'emploi, quel que soit d'ailleurs le lieu géographique, c'est ça qui est important, hein, zone urbaine comme zone rurale, à condition qu'on partage un même projet, une même finalité. Et donc, toutes ces questions, aujourd'hui, elles doivent être débattues dans l'entreprise, elles doivent être débattues au niveau des secteurs, des filières, y compris au niveau national, au niveau européen. Eh bien, mais pour qu'on soit tous au même niveau d'information, un salarié, combien même est-il ingénieur, ou un représentant du personnel, n'a pas forcément le même niveau d'information que le déployeur ou le fournisseur de logiciels ou de l'employeur avec sa stratégie de développement informatique. Donc, on s'est donné les moyens de construire ce qu'on appelle un webdoc, une plateforme qui s'appelle dialia.fr, donc DIAL-IA.fr. Et là, c'est une boîte à outils qui permet, comme pour une personne qui ouvrirait le capot de sa voiture, de se dire de quoi parlons-nous, qu'est-ce qu'il faut regarder, quelles sont les questions qu'il faut poser, à qui faut-il les poser et à quel moment doit-on les poser. Et si on est en capacité dans l'entreprise, avec les employeurs, d'un point de vue économique, de se poser les bonnes questions, de les poser aux bonnes personnes et de trouver les bonnes réponses, alors oui, on sera à un moment donné dans un contrat gagnant-gagnant et encore une fois, grâce au dialogue. Sans dialogue, c'est comme disait un grand philosophe, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Eh bien, moi, je dis que dans l'entreprise, science sans dialogue ne sera que pure perte. Merci beaucoup, Eric, pour cet échange très riche, très concret et philosophique à la fois. Et donc, je vous remercie parce que c'est vraiment demain, la France va être hôte d'un grand sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Donc, j'espère que cette discussion peut nourrir un peu les échanges qu'on va avoir à travers plusieurs ateliers de haut niveau que la France va mener dans les prochains jours. Donc, merci beaucoup, Eric, pour votre intervention aujourd'hui. Merci, Karen.
Cet épisode vous a plu ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'OCDE où vous trouverez la dernière édition de notre rapport Création d'emplois et développement économique local, la géographie de l'IA générative, paru en novembre 2024. À bientôt pour un prochain épisode des podcasts de l'OCDE. Pour écouter d'autres podcasts de l'OCDE, retrouvez-nous sur iTunes, Spotify, YouTube et SoundCloud.